Bonjour, bienvenue à cet après-midi ensoleillé dans Intemporel News. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un scénario potentiel. En tout cas, je réfléchis la géopolitique internationale, ça m'arrive. Puis, je voulais vous discuter de ma réflexion, de mon analyse de ce qui se produit, puis de ce qui pourrait se produire au niveau par rapport aux positions stratégiques des puissances militaires. Bon, on va commencer. L'Ukraine. L'accord de paix en Ukraine. OK. Là, Trump, le président des États-Unis, il faut pas l'oublier, hein. C'est pas juste Trump, c'est le président des États-Unis. Veut un cessez-le-feu rapide. Un accord de paix rapide. OK. Là, les pions sont en train de se positionner sur l'échiquier politique. On pourrait le voir comme ça. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, OK, c'est un. Excusez-moi, là, il me pique. Euh, Fait qu'on réfléchit l'accord de paix. C'est en ce moment vraiment l'impression que, comment je pourrais le dire, c'est, il y a un nouvel arrangement au niveau des priorités nationales, au niveau des priorités internationales, puis au niveau des priorités géopolitiques. OK? Il va y avoir une paix en Ukraine, c'est sûr à 100%, c'est déjà écrit. On va le dire comme ça. C'est sûr, c'est juste que faut laisser le temps faire les choses. C'est tout à des processus institutionnels, des processus administratifs, des processus politiques, des processus diplomatiques, des processus au niveau de l'opinion publique, du discours public, la construction du discours public, c'est la mise à l'agenda des réalités pour les politiciens. Tu sais, il y a des processus sociaux, institutionnels, publics, toutes ces choses-là. Faut pas passer dans le moment présent. Moi, ce que je vois partout dans les analyses, souvent, c'est en fonction du moment présent. Puis ça, c'est une erreur, parce que on n'est pas, comment je pourrais le dire, on n'est pas dans l'instantané pour de vrai, là. Quand on réfléchit à ces choses-là, on est dans des processus longs, OK? Puis c'est réellement un jeu d'acteurs. Tu sais. Puis le scénario que moi je vois au niveau de ce jeu d'acteurs-là, ça, c'est la construction de la réalité sociale, de la vie publique de Goffman. Ce que je vois là-dedans, c'est ça. Là, t'as Trump qui a ses cartes puis qui veut jouer ses cartes. T'as Vladimir Poutine avec la Russie qui a ses cartes puis qui veut jouer ses cartes. Parce que là, il y a quatre acteurs principaux. T'as l'Ukraine, la Russie, l'Europe et les États-Unis qui sont impliqués dans ce conflit-là. Puis, faut le comprendre, ça. C'est important. Bon, quatre acteurs principaux. OK? Puis, chacun des acteurs a des intérêts particuliers. OK? Bon, même qu'on peut, ouais. Si qu'on commence avec les États-Unis, parce qu'il y a une réaction en chaîne. Et c'est important ce que j'essaie de vous dire, là, ça va se faire selon moi. Je vois pas de. Non, c'est trop clair, c'est évident. Quand on scellé entre les lignes, là, dans le fond, j'arrête de vous parler de l'avenir. Pour ça, j'appelle ça être temporel news. Quand on réfléchit bien les choses, on peut comprendre ce qui se passe par la suite avant même. Les intérêts des États-Unis, ben, sont nommés, sont dits. Faut redresser les finances publiques. C'est comme une priorité. Faut relancer l'économie. Il y a des changements. Puis, c'est l'America First. Fait qu'en gros, un rapatriement des forces économiques sur le territoire américain, des États-Unis. On va en venir avec l'Amérique. Bon. Fait que là, Trump, lui,
il trouve que il dépasse trop à l'international. On va le dire comme ça. OK? Puis il dit de ces choses, tu sais, dans les déficits commerciaux, par exemple, dans les investissements dans les ONG, dans les investissements dans les organismes supranationaux, OTAN, ONU, OMS, tout ça, lui, il voit que c'est de l'argent qui est garoché à l'extérieur des États-Unis, puis qui ne sert pas la population des États-Unis. Tu as fait raison, là. Pas dire le contraire. Faut rester pragmatique avec Donald Trump. Vos histoires d'idéologie, puis de folie woke, puis de je sais pas trop quoi, puis même si c'est pas de la folie woke, même si c'est idéologique, ça marchera pas, là. Ça va clasher avec Donald Trump. C'est quelqu'un de pragmatique, tout simplement. Fait qu'il faut avoir une réflexion pragmatique en fonction des capacités et des pouvoirs qui sont attribués à un président des États-Unis. On devrait l'oublier, ça. Bon. Ça donne que le pragmatisme euh, sert les intérêts des Russes. Ben, gars, c'est parce qu'ils le sont, eux aussi, pragmatiques. Faut comprendre, là, OK? D'un point de vue idéologique, l'Occident est des nuages. L'Occident est dans des utopies idéalistes. OK? L'idéal climatique, je sais pas comment le dire, l'idéal de ci, de ça, c'est des nuages. Fait que là, il ramène un peu de pragmatisme et de bon sens. Puis, son objectif, c'est arrêter de gaspiller pour Pierre Jean-Jacques, puis utiliser les finances des États-Unis pour servir la population. Donc, c'est pas mal poésique, là, c'est simple à comprendre. Mais ça, qu'est-ce que ça sous-entend dans le concret? OK? Cette volonté-là d'arrêter de dépasser pour le monde au complet, puis utiliser son économie et ses finances publiques pour sa population américaine. Concrètement, ben, ça sous-entend bien des choses. Puis là, on le voit avec l'USAID. OK? Oh, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Le Dodge d'Elon Musk qui coupe des finances publiques. Mais il y a un point important, c'est les dépenses militaires à l'extérieur des États-Unis pour défendre les autres pays. En ce moment, les États-Unis, c'est eux qui défendent le Canada. C'est eux qui défendent l'Europe. Allez checker le budget de l'OTAN. Donnez-moi deux de mémoire, là, je pense que les États-Unis financent pour 66% du budget de l'OTAN. En gros, c'est c'est gros, là. Puis environ, on peut dire que l'implication des États-Unis au niveau de l'OTAN pour la défense de l'Union européenne, ils l'assument aux trois quarts, autant financièrement que matériellement. La plupart des bases de l'OTAN sont américaines. Je sais pas si vous me suivez ce que je suis en train de dire. Bon, fait que là, la somme de dépenses est astronomique. Tu sais, faut comprendre, là. Tu sais, quand ils disent tant de pourcentage du PIB par pays, OK? Ouais, mais il n'y a pas un pays qui fait le même PIB. Puis oui, qui a fait le plus, c'est les États-Unis. Fait que, tu sais, le Canada, je m'en rappelle plus les chiffres exacts, là, mais tu sais, c'est juste pour faire une comparaison. Admettons que le Canada, son PIB, c'est 100 milliards. OK? Puis que les États-Unis, son PIB, c'est 1 trillion. Il y a une différence de 900 milliards. Ça veut dire que si les ont le même pourcentage de PIB, la somme que les États-Unis donnent comparativement au Canada est astronomique. Si le Canada donne 1% de son PIB, puis il fait 100 milliards, ça veut dire qu'il va donner 1 milliard. C'est ça, tu comprends? Si les États-Unis fait 1 trillion,
puis de 1% du PIB, on n'est plus dans les mêmes chiffres, là. Vraiment pas. Ouais. On est dans le 100 milliards. Ça veut dire que, comprenez-vous, le même 1% représente le PIB total de l'autre. Fait que la différence, c'est astronomique. Ce qui fait que les États-Unis donnent 66%, je pense, le chiffre exact, total du budget de l'OTAN. Fait que c'est les États-Unis, concrètement, qui financent, opérationnalisent, fournissent les équipements ou défendent l'Union européenne. Ça, c'est des choses dans la tête à Trump qui est des dépenses inutiles. Fait que là, lui, c'est clair, là. Il veut rapatrier ces dépenses-là inutiles aux États-Unis. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend sortir de l'OTAN. Puis si qu'il sort de l'OTAN, oubliez ça, l'Europe ne peut pas fournir seule. Le Canada est à part, on va en parler après. Bon, ça veut dire que sans nécessairement sortir de l'OTAN, OK? Mais les États-Unis disent, OK, il y a peut-être une option pour qu'on reste dans l'OTAN, mais on arrête de financer l'OTAN, puis on arrête de fournir. Fait que, regarde, les soldats en Europe, rapatriés aux États-Unis ou mobilisés ailleurs. OK? Les bases, ben, ça a des coûts d'entretien, ces choses-là, là, veux pas, là. Les infrastructures, faut des entretiens, c'est tout. On ramène tout, on enlève tout ça. On fait une épuration des dépenses en Europe d'un point de vue militaire. Ça veut dire que les Européens, ben, eux, ils paniquent en ce moment parce que ils sont tout à fait des États-Unis, de la bonne volonté des États-Unis à les protéger. Mais là, le contexte, la réalité actuelle ne permet plus ça d'un point de vue financier. Les États-Unis ne peuvent plus se permettre de gaspiller puis d'augmenter leur plafond de dette indéfiniment. Ça marche pas. Il va y avoir des conséquences beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves si ils continuent comme ça. Fait qu'ils doivent réajuster leurs dépenses. Et toutes les dépenses à l'international deviennent questionnables. Est-ce qu'on doit réellement dépenser pour ces choses-là? Là est la question. Et s'ils sortent leurs investissements, hein, parce que c'est un investissement, là. Il dit des subventions, Trump, ben, il y a pas tort. 66% du PIB de l'OTAN, s'ils investissent dans la défense de l'Europe. Ben là, Trump, lui, il se dit, wow, attends une minute. Pourquoi ça serait à nous de défendre l'Europe? Pourquoi l'Europe n'est pas capable de se défendre elle-même? C'est quoi cette histoire-là? Nous autres, on est en train de s'appauvrir. On envoie de l'argent là-bas, en place de le donner à notre population et nos citoyens, pour leur fournir une qualité de vie sur notre territoire qui est beaucoup meilleure. Puis eux, ils sont pas capables de se débrouiller de ça, les autres. Quoi cette histoire-là? Pas plus qu'ils sont pas capables de se débrouiller de ça. Ben, c'est des ventes en guerre. Quand on voit le discours public des principaux chefs politiques de l'Union européenne et des nations européennes, ben, on va appuyer l'Ukraine indéfiniment, sans aucune retenue, à l'infini. Bon, ça veut dire que eux, ils appuient la continuité de la guerre, d'une certaine façon.
il appuie pas l'Ukraine, tu sais, il a pris la victoire de l'Ukraine contre la Russie. Ça, c'était possible, ça n'existe pas, ça. C'est dans le monde des nuages, c'est dans le monde des calinours. L'Ukraine réussir à battre la Russie, c'est ce que j'essaie de vous dire, comme que ils sont dans les idées, dans les idéologies, dans l'idéal, dans l'utopie. Hein, c'est dire que l'Ukraine va battre la Russie, c'est comme si je dirais, moi, je m'allais me battre contre le champion du monde de boxe, puis mal battre. J'ai aucune chance. Ça s'arrête là, là. Le rapport de force est complètement inégal et désavantageux pour moi, là. C'est insensé, moi, aller me battre contre un champion du monde de boxe. Hein, j'irai me battre justement contre Usyk, l'Ukrainien, qui est champion du monde de boxe. Il va me détruire, il va prendre même pas une fraction de seconde. Aussitôt que la cloche va faire ding, mettre à terre. Bon. Fait que, mais j'en suis conscient de ça. Je suis pragmatique, je suis pas dans le nuage. Je suis pas dans les fantasmes puis les lubies puis dire non, moi je serais capable de battre le champion du monde de boxe, je m'en vais me pogner contre lui et ring de boxe. C'est de la folie pure. Penser que l'Ukraine va battre la Russie, ben c'est la même affaire. C'est de la folie pure. C'est un fantasme. C'est une lubie de l'esprit. Bon, pis ça, c'est important de le comprendre. Mais là, dans la réelle nouvelle réalité américaine, où ce que eux veulent sortir du fantasme et de la folie parce que c'est rendu dangereux, parce que les acteurs politiques fassent des choix à leur compte de leur propre intégrité structurelle au niveau de leur société. Du coup, je pourrais aller loin dans ça, mais c'est pas l'objectif de ma présentation aujourd'hui. Pourquoi je parle? Fait que là, l'Union européenne doit s'organiser parce que les États-Unis n'ont pas à défendre l'Union européenne. Ce n'est pas leur territoire. Le territoire des États-Unis, c'est les Amériques. C'est les États-Unis. Bon. Fait que, il est où le mal à ça? Moi, je comprends pas tout le monde qui capote et qui disent, ah, ben, c'est des traites, c'est des ci, c'est des ça, c'est des ça. Non, attendez une minute, là. C'est, oui, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis protègent l'Europe, OK? Parce que c'était de même, c'était un protectorat, l'OTAN. Quand ils ont construit l'OTAN au départ, l'initiative, c'était un protectorat pour assurer que les, les pays en Europe, ben, il y a une zone qui se protège du communisme. Fait que là, c'est comme si on serait encore dans la guerre froide, mais fois mille, c'est fou, hein, donc il passe. Parce qu'il y avait les démocraties en Europe, puis il y avait le communisme en URSS, en Chine. Fait que là, ils ont créé le protectorat de l'OTAN pour protéger l'Europe du communisme. Bon. Ben là, c'est rendu que c'est l'Europe qui est rendue communiste, là, qu'on réfléchit les choses. En tout cas, ouf, d'un point de vue concret, d'un point de vue pragmatique, tu sais, quand t'es rendu que, en tout cas, non, je vais me perdre dans la discussion, là. Faut pas que je change de sujet. Fait que là, concernant la réalité économique actuelle des États-Unis, ils ne peuvent plus se permettre de financer ce protectorat-là. Et ils demandent aux Européens, débrouillez-vous. Vous êtes une nation européenne, vous êtes un continent complet, ou presque, la moitié d'un. C'est pas à nous à s'occuper de votre défense. C'est... Non. On a nos propres problèmes, puis on doit les gérer, nos problèmes. Fait qu'on peut pas passer vos problèmes avant nos problèmes. C'est pas le même, ça se gère, ça. Fait, c'est... J'ai plus de manger, moi. Puis il m'a donné de l'argent à mon voisin pour qu'il va se faire une épicerie avant que moi que je me fais une épicerie. Non, c'est pas comme ça. Fait que, ben, utiliser mon argent pour mon propre bien-être à moi, de ma nation à moi, avant d'essayer de rendre les autres nations meilleures. On m'a commencé par me renforcer à moi.
La logique est ça. Ah, ça marche pas de même. Oui, ça marche de même, puis ça va marcher comme ça, puis c'est ce qui va être fait. C'est clair, c'est évident. Tu sais, c'est les finances publiques, la plupart des pays de l'Occident, la dette, là, c'est catastrophique, là. OK? Puis là, ben, la productivité a baissé un petit peu en plus, fait que non, ça s'enligne pas bien. Bon. Fait que là, je résume, l'acteur, les États-Unis, a une volonté de réduire les dépenses à l'international pour rééquilibrer son budget, ses finances publiques. C'est, c'est valable comme stratégie. C'est juste que, si on prend l'exemple de l'Union européenne, on peut parler des autres pays après, mais si on prend l'exemple de l'Union européenne, ben, une part du budget des États-Unis à l'international servait à assurer la défense militaire de l'Union européenne. Bon. Puis là, ben, ça va disparaître. Ils le feront plus. Ils vont garder leur argent pour eux autres, pour se faire une épicerie eux autres, pour faire une épicerie à sa population. Hein? À place d'envoyer 500 milliards à l'OTAN pour défendre les Européens qui sont pas capables de se défendre tout seuls, ben, ils vont prendre ces 500 milliards-là, ils vont l'investir dans le territoire américain pour baisser l'inflation, baisser le coût de la vie, puis s'assurer que sa propre population peut manger à sa faim et se trouver des logements, par exemple. Ça peut être important. Hein? Bon, ben, fait que là, ça signifie que l'Union européenne doit se réorganiser, doit se dire, bon, OK, ce qui était là depuis la Deuxième Guerre mondiale sera plus là bientôt. Puis, toute la situation en Ukraine, moi, je pourrais dire, elle est instrumentalisée par ces quatre acteurs-là, par ces trois acteurs-là, principalement États-Unis, Europe, Russie, pour restructurer cette nouvelle réalité-là, plus continentale. On va le dire comme ça. Bon. Fait que là, les États-Unis vont se retirer. Ils se retirent de l'Union européenne, de la défense de l'Union européenne. Fait que là, ben, gars, ça veut dire que pour eux, la guerre en Ukraine, ben, ce n'est plus leur problème. C'est le problème des Européens. C'est les Européens qui considèrent que Poutine est une menace. Les États-Unis, non. Les États-Unis, là, sur leur territoire, puis selon leurs intérêts respectifs à eux, là, la Russie les menace pas, puis ils n'ont jamais menacé les États-Unis, la Russie. Fait que pourquoi ils considéreraient la Russie comme des ennemis si la Russie a jamais rien fait contre eux les derniers temps? Je sais pas si vous comprenez, le conflit en Ukraine n'est pas contre les États-Unis, il est contre l'Ukraine. C'est un conflit régional, en réalité. C'est c'est juste que ce conflit régional-là, il a été montré en boucle par l'Occident dans un discours de guerre où ce que le conflit en Ukraine n'est pas régional. Le conflit en Ukraine, là, c'est pour protéger les démocraties. Le conflit en Ukraine, là, c'est pour protéger le monde libre. Fait que là, dans leur construction de propagande, ils ont pris un conflit régional, puis ils en ont fait une cause de la défense de la démocratie et du monde libre durant l'ère pandémique, avec leur machine de propagande, puis sous l'ère Biden, sous l'administration Biden, avec des appareils, Twitter Fire l'explique très bien, comment ils ont manipulé l'opinion publique, puis qu'ils ont s'assurer pour promouvoir des discours précis. Euh, les informations de l'USAID aussi, je précise, comment qu'ils ont utilisé cet argent-là pour créer un appareil de propagande unifié en Occident. Bon. Fait que là, ils ont instrumentalisé un conflit régional pour en faire une guerre pour protéger la démocratie puis le monde libre. OK, d'accord. OK? Mais c'est pas vrai. C'est une construction de l'esprit. C'est une construction de la propagande. Mais c'est juste que là, après 3 ans,
Ben, la plupart des personnes en Occident, eux, dans leur tête, le conflit en Ukraine, ben, c'était un conflit pour protéger la démocratie puis le monde libre. Ça veut dire que l'Ukraine ne peut pas perdre. Parce que si l'Ukraine perd, ben, c'est le monde libre puis la démocratie qui perd. Puis ça, ils peuvent pas permettre ça. Mais c'est parce que c'est pas le cas. C'est un conflit régional. D'un point de vue pragmatique, sorti du monde des calinours. Là, l'Union européenne n'a pas le choix. Elle doit se réajuster. Elle doit restructurer sa propre défense militaire. C'est aussi simple que ça. Bon. Puis le conflit en Ukraine, ben, c'est ce que ça amène. L'accord de paix en Ukraine pousse les différents acteurs à se positionner dans cette nouvelle réalité géopolitique-là, imposée par l'administration Trump. C'est pas notre guerre, c'est votre guerre. Nous, on veut la paix. On n'a rien contre la Russie. La Russie n'a rien contre nous autres. On est des partenaires économiques potentiels avec des gros marchés qui pourraient nous enrichir mutuellement si qu'on laisse de côté les idéologies respectives puis qu'on se concentre sur l'augmentation de la qualité de vie de notre population. Bon. Fait que là, ce qui va arriver dans ça, c'est clair. Les États-Unis se sortent de ce conflit-là. C'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Nous, on veut la paix. On est capable de négocier avec la Russie parce qu'on n'est pas en mauvais terme avec la Russie. Vous, vous êtes en mauvais terme avec la Russie, ben c'est correct, on va servir de médiateur. Fait qu'on va se sortir du conflit. On va se sortir de l'Union européenne. Puis une fois que l'Union européenne a repris ses esprits puis qu'elle réalise qu'il faut qu'elle s'organise, ben, on va être des médiateurs entre l'Ukraine et l'Union européenne. Parce qu'on peut dire que l'Ukraine fait partie de l'Union européenne ou presque. C'est on peut le considérer comme ça. Fait que on va servir de médiateur entre l'Union européenne et la Russie pour mettre fin à ce conflit-là, qui à la base était régional, mais qu'à partir de l'appareil de propagande européen, a construit un discours et une opinion publique que c'est un conflit entre la Russie et le monde libre européen. Ce qui n'est pas le cas, en réalité, d'un point de vue pragmatique. Conflit régional. Bon. Fait que là, les États-Unis vont pouvoir faire la médiation entre la Russie et l'Union européenne et l'Ukraine pour mettre fin à ce conflit-là en assurant que chacun des partis a une forme de gain. Bon. Fait que là, ce qui va arriver, c'est simple. En tout cas, c'est ce que je pense qui va arriver. Euh, Quels seraient des gains pour la Russie? Ben, c'est ça. Les demandes de la Russie sont bien simples. Ils gardent les territoires déjà annexés, puis l'Ukraine devient une zone neutre. On va le dire comme ça. Je dis neutre dans le sens que elle n'adhère pas à l'OTAN. OK? Mais en même temps, si les, Éta- si, qui- si la Russie veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est à cause de la présence des États-Unis dans l'OTAN. Vous comprenez? Parce que la réelle force militaire de l'OTAN n'est pas l'Union européenne, c'est les États-Unis. Fait que la Russie ne veut pas entrer en conflit ouvert avec les États-Unis. Parce que les deux parties savent que si ça arrive, ça a fait du monde. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas la fin du monde. Fait que eux autres, ils empêchent l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN pour ne pas avoir de possibilité d'avoir un conflit ouvert avec les États-Unis. C'est ça pour comprendre, là. Bon. Fait que là, si les États-Unis sortent de l'OTAN, la game change.
si l'Union européenne devient, parce que sans les États-Unis, l'OTAN, c'est l'Union européenne. On va le dire de même. Bon, fait que là, sortant de ça, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne devient une adhésion subtile à l'OTAN sans les États-Unis. Ouais. Fait que là, oh, fait que là, les Russes peuvent avoir ce qu'ils veulent comme gain au niveau de leur opération spéciale. Leur guerre. Appelez ça comme vous voulez. Le conflit actuel. Ils gardent les territoires annexés, ce qui était leur objectif premier au début. Ils s'assurent une certaine forme de neutralité de l'Ukraine qui ne sera jamais liée aux États-Unis militairement directement. OK? Fait que là, oh, ça commence à être pas si pire. Puis l'histoire de la folie naziste, c'est parce que c'est la propagande. Je sais pas si vous faites le lien. Quand que la Russie accuse ce gang-là d'être des nazis, c'est que c'est l'appareil de propagande qui a construit à partir de ce conflit régional-là pour faire une défense pour la démocratie et le monde libre. Puis là, ils ont construit de quoi? Puis ça, ben, c'est rendu dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est une forme de fascisme. Bon. Fait que là, je sais pas si vous me suivez ou si c'est trop compliqué ce que je suis en train de dire ou si c'est moi qui m'exprime. Bon. Fait que, en gros, le scénario, c'est ça. Le contexte. Fait que comment les acteurs se positionnent à l'intérieur de ce contexte-là. Bon. Fait que là, ce qui va arriver, OK, selon moi, l'Union européenne va s'organiser tout seul. OK? Les États-Unis vont arrêter de se mêler de l'Union européenne puis du territoire de l'Union européenne. Bon. Fait que là, l'Union européenne va s'organiser tout seul et l'Union européenne va dire à l'Ukraine, OK, après l'accord de paix, on va activer le processus d'intégration à l'Union européenne. Oublie l'OTAN parce que de toute manière, l'OTAN n'existera plus comme sous sa forme actuelle. Ça va devenir la défense de l'Union européenne. Ils vont changer de nom. Ça sera plus l'OTAN, l'Organisation de défense transatlantique. Ça va être un autre nom. Ça va être l'Organisation de défense européenne. Bon. Fait que là, propose à Zelensky, OK, on active le processus d'intégration à l'Union européenne. Après l'accord de paix qui va être signé, après un cessez-le-feu, ben, l'Union européenne, la défense de l'Union européenne, va assurer ta sécurité de ton pays pour préserver l'accord de paix. Bon, ça veut dire que c'est pas mal ça. Les États-Unis, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? Ben, c'est déjà dit. C'est l'accord commercial, c'est les minéraux qu'ils ont besoin pour stimuler leur propre industrie. Bon. Fait que là, les États-Unis vont signer un accord commercial. Eux autres, les États-Unis sont plus impliqués militairement, mais ils peuvent s'impliquer commercialement. Fait qu'ils vont signer des accords commerciaux pour pouvoir allocher les minéraux et toutes ces affaires-là. Fait qu'il va y avoir des infrastructures qui vont être construites, il va y avoir des travailleurs américains, des compagnies américaines, et sans être militairement impliqué, cet accord commercial-là vient apporter une garantie supplémentaire à l'Ukraine au niveau de la sécurité. Parce que là, la Russie ne pourra plus attaquer l'Ukraine comme qu'elle le fait à l'heure actuelle sans affecter les intérêts financiers, commerciaux et économiques des États-Unis. Fait que là, ça serait pas une bonne idée de faire ça. Fait que là, l'Ukraine devient sécurisée par la défense européenne, nouvellement reconstruite avec le retrait des États-Unis, et implicitement,
elle devient aussi protégée par l'accord commercial avec les États-Unis. Fait que les États-Unis vont protéger leur intérêt économique. OK? Fait que là, ben, ils vont s'arranger avec la Russie, puis ils vont dire, OK, c'est ça, bon, ça sera. Fait que là, ils ont intérêt à négocier, ils ont des avantages dans ça. Fait que là, l'Union européenne a des intérêts de négocier, a des avantages. Les États-Unis ont des intérêts de négocier, ont des avantages. La Russie a ce qu'elle veut depuis le début. Ses objectifs sont atteints. Et si ces objectifs sont atteints, pourquoi continuer la guerre? Fait que eux aussi viennent favorables à un accord de paix où ce que chacun des acteurs principaux ont quelque chose qui les intéresse et toutes les demandes sont respectées d'une certaine manière. Fait que là, rendu là, ce qu'ils disent par rapport à Zelensky, c'est que probablement que ce que je viens de vous dire, là, c'est déjà dit en dessous, tu sais, c'est dans la chambre, là, en privé. C'est déjà quelque chose qui est discuté en privé et non publiquement. Donc, là, Zelensky, il faut le trouver. C'est un élément perturbateur en ce moment. Fait que, comme si que lui voudrait pas cet accord-là qui est déjà réfléchi dans l'ombre, en privé. Fait que là, le président des États-Unis, il a carrément dit, c'est soit tu es d'accord avec cet accord de paix-là qu'on veut faire, soit tu te débarrasses, là, on va te changer, puis on va prendre quelqu'un d'autre. C'est tout. Tu sais, je dis ça de même, là, c'est parce qu'il y a des mécanismes, avec la CIA et toutes ces affaires-là, regarde, croyez-moi. Si ils veulent le faire, ils le font, ça paraîtra pas, puis il n'y a personne qui va pouvoir rien. Pour de vrai, c'est ça. Faut pas oublier la réalité. Bon. Fait que, s'il le voudrait, il pourrait arriver à un accident, Zelensky, là. Hein, je dis ça de même. Bon. Fait que c'est ça qui va se passer pour l'accord de paix. Ça va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois, même peut-être les prochains jours. Ça va commencer à débouler dans les prochains jours, puis dans les prochaines semaines, peut-être qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Bon, c'est pas mal ça pour ce qui va se passer au niveau de ça. C'est juste que là, même si que les termes de l'accord de paix, puis tout le monde sait qu'il va avoir ce qu'il veut, puis toutes ces affaires-là, ben, il faut le construire dans la réalité publique, ça. Fait qu'il y a un processus, des positions. Ils vont faire un sommet. Après, ils vont dire, ah, ben, nos conclusions de nos sommets, ça va être ça. Bon, ben, après, l'autre va s'organiser, l'autre va faire l'affaire. Là, on est dans les processus administratifs, législatifs, politique, public, ces affaires-là. OK? Fait que même si tout le monde sait déjà qu'est-ce qui va se produire, faut qu'ils le mettent en place dans la vie publique. Ça se fait pas du jour au lendemain. OK? Parce que sinon, ça serait démontré à la population qu'en réalité, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils l'ont pas plus, c'est pas bon. Il faut donner l'impression que la population est d'accord. Fait qu'il faut façonner le discours public et l'opinion publique pour être d'accord avec les termes de l'accord de paix qui est déjà connu. C'est comique. Bon, ceci dit, OK. Là, on va switcher sur un autre enjeu, le Canada. Concernant la réalité que je viens de vous mentionner, OK? Ben, en tout cas, la réalité, c'est pas là, mais il y a des. Ça va l'être. Le positionnement du Canada dans ça. OK? Là, l'Union européenne va se retrouver tout seule sur son continent. OK? On imagine la dissolution de l'OTAN ou la reconstruction de l'OTAN à des forces européennes. Le Canada a plus d'affaires là. Fait que là, le Canada se ramasse sorti de l'OTAN, sorti des alliances militaires avec l'Union européenne, de facto. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que là, tu vas avoir une alliance au niveau de l'Europe pour la défense. Le Canada n'a pas d'affaires là, là.
C'est un autre continent, là. Il y a une mer qui nous sépare. OK? C'est passé que le Canada va s'affilier à l'Union européenne. C'est de la folie, ça, là. Il y a une mer qui nous sépare. OK? Puis là, ben, il se ramasse tout seul. Il est plus dans la défense de l'Union européenne. Puis là, ben, il est en train de se mettre à dos les États-Unis. Parce que, apparemment, les États-Unis, c'est une menace depuis que Trump a décidé d'arrêter de financer l'Union européenne. Puis de dire, carrément à Zelensky, toi, là, t'arrêtes tes estis de niaiseries, tu joues avec la Troisième Guerre mondiale, puis ça finit, ça, là. On va l'avoir là-bas. Pensez-vous réellement que le Canada peut se permettre de décider et de choisir d'aller à l'encontre des États-Unis? Si je vous rappelle la réalité géographique du Canada, ben, dans le Canada en haut, t'as de l'eau tout autour, puis t'as les États-Unis au bas. Ça, c'est la réalité géographique du Canada. OK? Le Canada se ramasserait pays tout seul en Amérique du Nord avec la Russie à côté, hein? Hein, c'est de l'eau, États-Unis, détroit de Bering, Russie, hein? Le Canada, il est proche de la Russie, là. Bon, oubliez ça. C'est déjà au niveau des nouvelles réalités géopolitiques qui est en train de se construire. Le Canada n'a pas le choix. Il va s'aligner avec les États-Unis pour former un État américain. C'est sûr à 100%, là. Avec, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix dans la nouvelle configuration géopolitique. De un, il n'y aura pas le choix. Puis de deux, t'as les États-Unis à côté. Au niveau de de la sécurité nationale, non. Fait que, gars, je sais que politiquement, c'est peut-être deux entendre ce que je suis en train de dire, OK? Mais il faut comprendre que le monde des 80 dernières années n'est plus. Ça a changé. Ça va changer. Puis, ce n'est pas un changement voulu. C'est un changement obligatoire en fonction de la structure économique actuelle. Il doit y avoir des réajustements et les réajustements, ben, provoquent ça. Fait que le monde des 80 dernières années, ben, il peut plus se maintenir comme ça. Faut des changements dans l'ordre géopolitique. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que le Canada va finir par comprendre qu'il n'y aura pas le choix. Parce que le Canada n'est pas capable de se défendre tout seul. Sérieusement, OK? Les États-Unis sont en train de dire à l'Union européenne, on se mêle plus de vos affaires, vous vous débrouillez de seul. Il arrive quoi ce qu'ils disent la même affaire au Canada? Le Canada fait quoi? Il crée un alliance de défense avec l'Union européenne. L'Union européenne n'est même pas capable de se défendre tout seul à l'heure actuelle, puis ils vont venir défendre le Canada sur un autre continent, avec une mer de milliers de kilomètres qui nous séparent. Sérieusement, là, câlisse, désolé, là. Sortez de votre monde de Kalinours, là, par revenez en terre. Il y a une réalité terrestre, avec des enjeux de pouvoir, puis des... Il y a plein de réalités. Fait que sortez du monde de Kalinours, là, par revenez en terre. Fait que le Canada peut rien se permettre. Le Canada peut rien dire. Le Canada n'aura pas le choix. De la même manière que l'Union européenne, en ce moment, n'a pas le choix de se réorganiser tout seul et de construire leur défense stratégique par eux-mêmes. Mais le Canada peut pas faire ça, lui. Le Canada peut pas peut pas construire sa propre défense stratégique, là. Ça marche pas, là. OK? Ça veut dire que de facto,
inévitablement, le Canada va devenir un alliance stratégique avec les États-Unis au niveau de la défense militaire. C'est sûr et certain. Mais là, tant qu'à ça, hein, aussi bien faire les choses en grand. Fait que là, il va y avoir la construction d'un nouveau palier gouvernemental qui s'appelle le palier continental. Tu sais, on a le palier municipal, tu sais, au niveau de la gouvernance. OK? On a le palier municipal, on a le palier provincial, hein, puis on a le palier fédéral. Ben là, il va y avoir un nouveau palier. Il va s'appeler le palier continental. OK? Qui va être l'État d'Amérique. À l'intérieur de l'État d'Amérique, qui est le palier continental, au niveau de la gouvernance, ce palier continental-là va avoir des compétences précises. OK? Parce que chaque palier de gouvernance a ses propres compétences. Si tu comprends le palier municipal, lui, a la compétence de faire la taxe foncière. Si tu comprends le palier provincial, il y a la compétence de la santé, par exemple. Je ne sais pas si vous me suivez. Chaque palier de gouvernance a ses propres compétences. Puis là, ben, le palier continental, lui, il va avoir les compétences macro, vraiment de gestion macro. Par exemple, moi, j'en vois trois principales. OK? La défense des frontières, la défense militaire, la défense stratégique. Fait que la frontière va être le continent d'Amérique du Nord, qui va être défendu par le palier continental qui va avoir la compétence de la défense de la frontière continentale de l'Amérique du Nord. Bon. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est peut-être le palier d'impôt, l'imposition. Il pourrait y avoir dans la nouvelle restructuration des compétences parce que vous allez voir la logique. Dans cette restructuration-là, le palier fédéral canadien disparaît de facto parce que ses principales compétences qu'il exerce au niveau du Canada vont devenir des compétences continentales. La défense, l'impôt, la monnaie. Bon, les trois principales. La monnaie va devenir la monnaie d'Amérique, le dollar américain. Hein? Les mots sont déjà là. Fait que, je sais pas si vous comprenez. L'impôt, ça peut être un impôt universel de 15% sur tout le monde, mis à part un certain palier, tu sais, comme, je sais pas, mais ceux qui travaillent au salaire minimum. Les imposer eux autres, tu sais, ça fait qu'il y a peut-être, moi je pourrais dire, un niveau de salaire qui va être exempté d'impôts. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais tu sais, ceux qui font environ, je sais pas, mais, 30 000 et moins sont exemptés d'impôts, OK? Puis tous ceux qui font 30 000 et plus, ça devient 15% universel d'impôt. J'ai fait les calculs. De cette façon-là, euh, les revenus de l'État sont supérieurs au système d'impôt euh, par échelle. OK? Puis de beaucoup, là. Vraiment, faites le calcul, là. Demandez à Grok si qu'on impose des impôts universels de 15% à tous, avec une exemption pour ceux qui ont 30 000 et moins, quels seraient les revenus de l'État? Puis comparez-les avec les revenus de l'État actuel, vous allez vous apercevoir que c'est beaucoup plus. Bon. Fait que ça peut être reconstruit de même. Monnaie américaine, impôt continental universel, défense militaire de la frontière du continent d'Amérique du Nord. Ça pourrait être des compétences qui vont être exercées par le palier de gouvernance continentale. OK? Bon, je réfléchis avec vous. Tout le monde veut l'avoir, la réflexion. Je vois tout le monde parle, mais je vous en donne une bonne. Bon. Ce qui arrive, c'est que là, il ne reste plus grand-chose au fédéral canadien. OK? Puis, au niveau du palier continental, honnêtement,
comme c'est déjà les États-Unis qui assurent la défense, c'est leur palier fédéral à eux. Tu sais, je sais pas, c'est qu'il va y avoir comme un genre de switch. Le palier fédéral américain va devenir le palier continental et le palier fédéral canadien va disparaître et il va y avoir un palier au niveau des États du continent, des États d'Amérique. Fait que là, chaque province va comme de facto devenir un État d'Amérique. Je sais pas si vous me suivez. Puis, ce qui est avantageux dans ça, checkez-moi bien, OK? Pour les États-Unis, il n'y a aucune différence à ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien qui change pour eux. Rien, 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 rien. À part peut-être l'imposition de 15% universelle, qui est pas là à l'heure actuelle, mais qui pourrait. Ouais, bon, il n'y a rien qui change. C'est la même monnaie, c'est la même défense, c'est les mêmes compétences. Il n'y a aucune différence pour eux. Ce qui arrive, par contre, au niveau du palier fédéral canadien, les compétences de monnaie, de défense et d'impôt, ben, il est enlevé. Il est donné au palier continental. Mais toutes les autres compétences que le palier fédéral a, c'est des compétences qui vont être redistribuées aux provinces canadiennes. Ça veut dire que les provinces canadiennes, qui vont devenir des États d'Amérique ou des provinces d'Amérique, si qu'ils veulent garder le nom pour pas faire un choc culturel et identitaire, ben eux, ils vont avoir pleine capacité en santé, par exemple. L'immigration, ben là, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on garde l'immigration au niveau des États ou qu'on met l'immigration au niveau continental? Parce qu'il va y avoir une libre circulation au niveau du continent, entre les États et les provinces. Libre circulation des produits et des humains. OK? Fait que là, l'immigration en tant que telle a plus la même dynamique. Parce que là, ça devient une immigration automatiquement intercontinentale. Fait que là, peut-être que l'immigration va être au palier continental. Mais, par exemple, les ports, c'est une compétence fédérale. Ben, les ports pourraient devenir une compétence provinciale. Ça veut dire que le Québec pourrait gérer ses propres ports, ses propres transactions. OK? Les chemins de fer aussi. Les chemins de fer, on fait quoi avec? Certaines compétences du fédéral canadien. Est-ce qu'on donne les compétences des chemins de fer aux provinces-États ou qu'on en fait un réseau continental puis qu'on donne cette compétence-là au palier continental? Voyez-vous la réflexion qu'il y a à faire pour respecter les pionniers de l'Amérique qui ont façonné l'Amérique à travers les chemins de fer d'une rive à l'autre? Moi, je le mettrais continental pour respecter ça. Ça serait un esti de bel honneur pour tous ceux qui ont participé à la construction des chemins de fer. En tout cas, je dis ça de même en passant. Après, on réfléchit quoi d'autre? L'économie. Comment je pourrais dire? On peut diviser l'économie au niveau des compétences. Par exemple, les tarifs douaniers. Ce qui rentre ou qui sort du continent peut être une compétence continentale. Mais le choix des échanges économiques peut être une compétence de l'État et de la province. La seule différence, c'est que, en gros, si je prends le Québec pour expliquer la chose, le Québec peut faire des échanges économiques avec n'importe qui dans le monde. Il est libre. Il y a la liberté économique. OK? La liberté de faire des échanges économiques avec n'importe qui, c'est l'État provincial qui décide. Les États ou provinciaux. Tu sais, c'est États États-Unis, province canadienne. Mais c'est la même entité administrative d'un certain point de vue. Les provinces États, je sais pas comment le dire, l'État-province. Les provinces, quelque part. Québec. Bon, ben, le Québec, lui, il produit de l'aluminium. OK? Fait que là, il est libre de choisir sur quel marché il fait ses échanges économiques.
avec son aluminium. Est-ce que je l'envoie sur le continent? En gros, les autres provinces et les autres États-Unis, les autres États du continent aux États-Unis, ou je l'envoie à l'extérieur du continent. Ça devient le choix de l'État ou de la province. La seule différence, c'est que avec une certaine structure de tarifs, ben, l'entrepreneur ou l'État, lui, il se dit, bon, OK, si j'envoie mon stock dans les autres provinces sur le continent, j'ai aucun tarif douanier. C'est une libre circulation. OK? Mais si je l'envoie en Europe, m'envoie des tarifs à payer. Fait que là, ça devient le choix de l'entrepreneur, la liberté de choisir l'entrepreneur sur le marché en fonction de ce qui est mieux pour lui. C'est qu'il se dit, OK, ben là, gars, je suis capable de gérer les tarifs. Fait que j'envoie une partie à l'extérieur, j'envoie une partie aux États-Unis, tu sais. Fait qu'en gros, il peut l'envoyer à l'extérieur, c'est son choix, mais il doit assumer qu'il va avoir des tarifs à payer. Tu sais. Fait que là, oh, t'as une liberté économique là. Fait que là, les provinces puis les États-Unis, en tout cas, les provinces canadiennes, les provinces de l'Amérique, auraient des avantages majeurs, là, majeurs. Je sais pas si vous comprenez la nouvelle reconfiguration de la structure gouvernementale continentale. Les provinces d'Amérique ont tout à gagner, tout au complet. OK? Et dans cette structure-là, aucune ne perd son identité. Aucune. C'est tout. Et le scénario que je viens de vous exposer aujourd'hui, à mon avis à moi, ne peut pas être empêché, car c'est des transformations structurelles de l'ordre mondial qui est nécessaire pour la survie des États, la survie des États-Unis, la survie de l'Europe, la survie de l'Ukraine. Je sais pas si vous comprenez. On est rendu à une structure économique au niveau mondial qui ne peut plus tenir et on doit faire des changements. C'est obligatoire. Les sont obligatoires, les changements. Et à force que les changements vont se faire, ça va pousser les différents acteurs, les différents pays, les différentes nations à s'ajuster. Et ce que je vois pour l'Europe, je vous en ai parlé. Il va arriver ça. Ce que je vois pour les États-Unis, le continent américain, je viens de vous en parler. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais c'est inévitable. Ça ne peut pas faire autrement. Parce que, c'est ça. Le Canada ne peut pas décider de se désunir des États-Unis et s'affilier à l'Union européenne. Ça n'existe pas, ça. C'est une folie. C'est le monde des calinours. Bon. Puis malheureusement, le palier fédéral va disparaître le palier fédéral canadien va disparaître pour faire place à un palier de gouvernance qui va être continental, qui va bénéficier de façon très importante les populations des provinces américaines. Selon moi, c'est ce qui va se produire. Prochains mois, prochaines années. Mais la restructuration des structures mondiales
nécessaire et obligatoire. Et ça va se faire. Ça se passera peut-être pas exactement dans les moindres détails comme que je viens de vous le mentionner, parce qu'il y a des négociations à faire au niveau des compétences, comme que je vous le disais. Mais, et, ça va être ça. Fait que, les médias canadiens, ils ont bien beau à tout faire pour mettre dans la tête de la population que les États-Unis, c'est rendu une menace puis nos ennemis. Ben, je suis désolé pour eux. Vos jours sont comptés. Puis, ceux qui travaillent au palier fédéral canadien, les fonctionnaires, tout court, les politiciens, ah, ils n'auront pas le choix de se réinventer, eux. Hein? Ouais, ils n'auront pas le choix. Il n'y aura plus de politique canadienne. Fait que tous les députés, tous les fonctionnaires de l'État fédéral, là, ça se peut qu'ils perdent leur job, puis qu'ils doivent se réinventer. Je suis désolé pour eux. Mais en même temps, pour, avec toute la merde qu'ils ont fait les dernières années, ou dans le dernier centenaire au Canada, c'était un bon retour des choses, je trouve. C'est le karma qui frappe. Le palier fédéral est complètement inutile, puis il va disparaître. Bon. C'est ça. En gros, c'est le scénario qui va se produire. C'est le plus plausible. De mon point de vue à moi, c'est le plus plausible. Fait que, non. Qu'on chiale, qu'on s'offusque, qu'on se dit qu'autre, cela ne va rien changer. Il y a des impératifs qui existent, qui est au-delà de la démocratie. Ok? C'est la survie existentielle d'une certaine façon. Et là, c'est la structure mondiale qui est menacée de s'effondrer. Une reconfiguration de cette structure est nécessaire et doit être faite et va être faite. Dans cette nouvelle configuration-là, ben, l'Union européenne se ramasse tout seul pour se débrouiller. Puis, la réalité du palier fédéral du Canada, qui est une entité abstraite, va simplement disparaître. Et on va se ramasser avec des États américains et des provinces américaines. Le fait qu'on continue à dire province va nous permettre de garder notre identité. Comme moi, je suis pas un Canadien, je suis un Québécois. Fait que je peux parfaitement dire que je suis un Québécois d'Amérique, un Albertain d'Amérique. Fait qu'on fait juste changer le mot Canada par Amérique, le continent américain, des provinces américaines et non des provinces canadiennes. Parce que le palier fédéral va disparaître parce que c'est un outil de colonisation, cette affaire-là. Ouais. Ben, en tout cas, la Constitution canadienne par rapport au roi, hein, on a un roi du Canada, nous autres, hein. Faut pas l'oublier. Fait que ça va disparaître. Fait que, en même temps, on se libère de ces niaiseries-là du roi. Bon. Fait que le roi vient de part de Canada. Le roi du Canada vient de part son Canada.
Désolé pour lui. Je sais pas si mon analyse et ma réflexion vous aident un peu à réfléchir à ce qui se passe, mais faut arrêter d'être dans le monde des calinours, là, puis voir les choses d'un point de vue pragmatique pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains événements puis les prochaines positions au niveau de la géopolitique internationale. Très important. Fait que sur ce, merci de m'avoir écouté. Bonne journée tout le monde.